Kanji, un enfant solitaire, a vécu une tragédie bouleversante quand sa sœur est morte d'un cancer. Un jour, il meurt d'épuisement, puis est transporté dans un autre monde, dans le corps d'un jeune garçon, et débloque ses incroyables capacités magiques de rang SS. Notre histoire commence quand la sœur de Kanji meurt d'un cancer. Il jure de trouver un remède à cette maladie mortelle et se lance dans une carrière scientifique. Après 40 ans de dur labeur, il s'endort et se retrouve transporté dans un autre monde. Il ouvre les yeux et se retrouve dans un monde totalement différent face à une jeune fille nommée Lotte. Elle lui explique qu'il a été frappé par la foudre il y a quelques semaines et qu'il est dans le coma depuis. Il réalise soudain qu'il a dû mourir dans son sommeil et qu'il a été transporté comme par magie dans un monde parallèle. Il avoue honnêtement à Lotte qu'il ne se souvient de rien de lui-même ni de son passé. Elle lui apporte un miroir, il s'y regarde et découvre qu'il est désormais dans un corps différent, celui d'un garçon nommé Pharma, avec une marque en forme d'éclair sur le bras. Lo lui dit que cette marque est le signe du dieu de la médecine, mais Pharma n'a aucune idée de ce dont elle parle et l'ignore. Elle lui explique que leur famille est pharmacienne royale depuis des générations, presque aussi importante que le roi, avant de l'emmener dans le hall pour lui montrer des portraits de ses parents. Elle lui révèle aussi que sa famille est incroyablement douée en magie, ce qui excite Pharma. Il demande s'il peut aussi faire de la magie, cela la choque profondément et elle lui demande s'il ne se souvient absolument de rien concernant la magie. Il secoue la tête. Elle lui explique que la principale caractéristique d'un noble est la capacité à faire de la magie et que sans elle, les gens le considéreront comme un roturier. Elle précise qu'il était un utilisateur de magie de l'eau très doué avant de lui dire d'essayer de se souvenir comment faire de la magie. Il retourne dans sa chambre et s'assied sur le lit, se demandant comment il pourrait bien commencer à pratiquer. Il pense à la composition chimique de l'eau, puis à sa structure moléculaire, et soudain, il sent quelque chose bouger et de l'eau commence à jaillir de ses mains. Il se précipite vers la fenêtre et finit par inonder le jardin d'eau en essayant d'arrêter. Il parvient enfin à stopper le flux, complètement épuisé. Lotte, qui était dans le jardin, est ravi de voir qu'il se souvient d'utiliser la magie et se précipite à l'étage. Pendant ce temps, il essaie de penser à différentes compositions moléculaires et découvre qu'il peut créer des composés complexes s'il connaît leur structure. Elle monte et demande à Pharma s'il a aussi oublié toutes ses connaissances médicales, puis l'emmène dans une bibliothèque. La bibliothèque était immense avec une vaste collection de livres. Elle lui dit qu'il les avait tous lus et qu'il s'en souvenait mot pour mot. Il prend un livre et même s'il ne l'a jamais vu, il réalise que tout ce qu'il contient est déjà dans son esprit car certaines des mémoires du garçon sont encore là. Après-midi, il va dîner, sa famille semble inquiète pour son bien-être, à l'exception d'un homme à l'air sérieux qui s'avère être son père. Son père était content qu'il se sente mieux, mais il a commencé à lui poser sans relâche des questions médicales pour vérifier si sa mémoire était intacte ou non. Sa mère essaie de dire à son père de se calmer, mais Pharma lui dit que ça va et répond correctement. Son père semble satisfait de ses réponses et lui dit qu'il devrait reprendre son entraînement magique dès demain, ce à quoi Pharma acquiesce immédiatement. Le lendemain, il descend et rencontre sa professeure, Yilin. Elle semble se méfier de lui et affirme qu'il ne ressemble pas au Pharma qu'elle connaissait. Elle est consciente que sa mémoire est floue et lui dit qu'elle est la meilleure élève de son père et sa tutrice désormais. Après ça, elle lui demande s'il se souvient de la magie, ce à quoi il répond que non. Elle lui dit qu'ils vont faire une séance de révision aujourd'hui et lui explique les bases classiques. Il y a quelques éléments comme le feu, l'eau, l'air et la terre et on peut créer un tas de trucs géniaux avec ça. Elle l'emmène au bord de la rivière et lui demande s'il apporte ou apporter sa baguette. Il lui demande si elle parle de celle dans son pantalon, mais elle répond qu'elle n'aime pas les baguettes de taille moyenne car elle est une reine de la taille. Après s'être pris un vent monumental, il se souvient soudain qu'il avait vu une baguette dans sa chambre accrochée au mur, mais il pensait que c'était juste une décoration. Elle soupire et sort sa propre baguette, qui est plutôt énorme, ce qui me fait penser qu'elle a de la ressource. Elle lui tend sa grande baguette et lui dit de l'utiliser pour produire une magie de fontaine d'eau basique. Il semble confus et dit qu'il ne se souvient pas comment faire. Alors elle lui retire la baguette des mains et se dirige vers la berge, lui disant de bien regarder, car elle va faire une démonstration immédiate. Elle s'exécute simplement et crée une fontaine avec son bâton, ce qui l'impressionne elle-même. Il sera très impressionné par moi quand je créerai un tas de fontaines sans eau avec mon bâton la nuit. Elle s'approche ensuite de lui et lui tend le bâton, lui disant de reproduire sans même expliquer ce qu'elle a fait ni comment. Bref, Pharma est un vrai prodige. Il s'approche de la berge et finit par produire une fontaine assez grande pour rivaliser avec mes fontaines nocturnes, ce qui la choque profondément au point qu'elle en tombe. Elle se précipite vers lui pour vérifier s'il va bien et lui dit que chaque personne a une quantité de mana définie et elle a peur qu'il ait tout utilisé. Elle se précipite pour sortir un bâton plus petit de son sac et lui dit de le serrer fort. Il semble très expérimenté dans la tenue de baguette et il s'avère que c'était une sorte de compteur de mana. La baguette finit par se briser, ce qui la choque complètement.
Elle lui dit que cela n'est jamais arrivé dans leur monde auparavant, et lui remonte la manche pour voir le tatouage que le dieu a fait sur son bras, et elle est de nouveau surprise de le voir briller. Pharma le minimise, mais elle lui dit que ce n'est pas une marque aléatoire, c'est le signe de ralliement du dieu de la médecine. Elle lui dit de ne jamais prendre une baguette de mesure de mana devant qui que ce soit, pas même son propre père, et ils finissent bien par arrêter les leçons pour la journée. Sur le chemin du retour, il s'asseye sur un banc, et en jouant, il réalise qu'il est capable de voir si quelqu'un a un problème médical s'il se concentre. Il remarque que le doigt d'Hélène est bleu quand il se concentre, et elle révèle qu'il a raison, car elle s'est blessée ce matin. Mais cela la panique encore plus, elle trébuche en arrière en disant que c'est une capacité attribuée au dieu de la médecine et lui dit de ne pas la tuer avant de s'enfuir dans les buissons. Quelle idée folle! Le lendemain, il se réveille et son père l'appelle pour lui faire savoir qu'Hélène a une forte fièvre et qu'elle a déclaré qu'elle ne pensait plus pouvoir le tutorer, ce qui est vraiment étrange. Il lui donne aussi un tas de médicaments et une courte note lui disant de les lui livrer et de lui transmettre ses salutations. Il se rend au manoir d'Hélène, qui est incroyablement grand, et attend dans une pièce, se souvenant à quel point elle était effrayée la veille. Soudain, la porte principale du hall s'ouvre et une Hélène terrifiée apparaît, vêtue d'une armure intégrale. Elle lui demande de ne pas la tuer et reste près de la porte pendant qu'il essaie de la calmer et lui montre qu'il n'a même pas sa baguette, ce qui la rassure un peu. Elle retire son masque facial mais reste prudente et lui demande pourquoi il est là, tandis qu'il explique que son père l'a envoyé lui livrer des médicaments. Elle entre mais s'inquiète à nouveau, pensant que Pharma aurait pu empoisonner le remède. Il la rassure en lui disant qu'il n'a rien fait de tel. Il lui tend ensuite des médicaments qu'il a créés avec ses connaissances scientifiques modernes et une pommade à appliquer, ce qui l'inquiète aussi. Cependant, il lui assure qu'il n'a aucune intention de lui faire du mal et qu'il veut toujours qu'elle soit sa tutrice. Elle lui dit qu'il n'a même pas besoin d'apprendre car il est la réincarnation du dieu de la médecine lui-même, mais il insiste pour qu'elle soit sa professeure. Elle s'incline et dit que si tel est le souhait de Dieu, elle obéira. Il admet honnêtement qu'il n'a aucune idée de la magie dans ce monde et il ne pense pas être un dieu. Il lui demande son aide car toute la bibliothèque ne contient aucun matériel sur la magie, elle est remplie de livres de médecine. Il lui dit qu'il veut apprendre à maîtriser et contrôler ses nouvelles capacités magiques et elle accepte de lui enseigner. Avant de partir, il lui tend un bouquet de jolies fleurs et lui dit que si elle ne devient pas sa tutrice, il reprendra les fleurs. Le lendemain, alors qu'il se promène dans le jardin, Hélène l'approche, à nouveau vêtue d'une armure mais semblant plus détendue. Elle lui dit que sa magie est trop puissante et qu'elle doit prendre des précautions jusqu'à ce qu'elle soit sûre qu'il puisse la gérer en toute sécurité. Elle le remercie pour son traitement et mentionne que même les médicaments de son père n'agissent jamais aussi vite. Son remède ressemble plus à un miracle. Elle lui dit aussi qu'elle a décidé de le tutorer et explique qu'ils vont sur une île abandonnée car si quelque chose tourne mal, personne ne sera blessé. Sur l'île, ils passent toute la journée à s'entraîner, à apprendre de nouveaux sorts magiques et à mélanger différents éléments. Elle lui dit qu'il apprend étonnamment vite et qu'il devrait maîtriser ses sorts en un rien de temps avant de retourner sur le continent. Après cela, il s'assied sur l'escalier, observant ses serviteurs comme un vrai voyeur, mais en prenant des notes. Il continue d'utiliser sa capacité d'œil magique, notant toutes les affections de ses serviteurs et ce que cette capacité peut ou ne peut pas faire. Finalement, après avoir observé chaque serviteur, il regarde Lotte et découvre qu'elle a aussi des problèmes de peau sèche sur les mains qui développent des croûtes. Il va dans sa chambre et crée un médicament pour les mains de Lotte en utilisant ses connaissances modernes en sciences médicales. Il crée une gamme de composés modernes pour fabriquer d'excellents médicaments modernes. Puis il les donne à Lo, lui disant que ce remède devrait guérir ses mains. Elle est folle de joie et demande si elle peut le partager avec les autres serviteurs et sa mère. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a créé divers médicaments après avoir examiné les symptômes des gens. Il l'accompagne pour les donner à chaque serviteur, et ils sont tous fous de joie. Lo explique qu'aucun d'eux n'a jamais reçu de médicaments d'un noble auparavant, car il y a un grand fossé entre nobles et paysans. Les nobles ne soignent souvent pas les paysans, et même s'ils le faisaient, les honoraires seraient trop élevés. Cette prise de conscience l'attriste, et il s'engage à rendre la médecine accessible aux gens du commun. Le lendemain, son père l'appelle le matin et il se rend à la salle à manger pour trouver ses parents l'air sombre. Ils expliquent donc que sa sœur Blande a contracté la varicelle et personne n'est autorisé à entrer dans sa chambre pendant 3 semaines. Certains serviteurs font exception car cela s'est produit il y a 4 ans quand Pharma avait la varicelle. Après avoir compris la situation, il retourne dans sa chambre, il commence à réfléchir à la composition chimique des médicaments qu'il doit fabriquer. Il n'est pas sûr de pouvoir créer un remède aussi complexe. Cependant, après d'innombrables tentatives, il réussit. Il se faufile dans la chambre de sa sœur, même s'il n'est pas censé être là. Blanc est surprise de la rapidité de sa guérison. Le lendemain, il va dans la chambre de sa sœur pendant que son père l'examine, impressionné par son prompt rétablissement. Le soir, il travaille à développer un microscope simple. Son père l'appelle et lui dit qu'il a été convoqué à la capitale royale pour une visite. Il semble vraiment inquiet et commence lui-même à tousser en essayant de le dissimuler.
Pharma soupçonne que son père a aussi des problèmes pulmonaires, mais espère qu'il a suffisamment de connaissances médicales pour se soigner seul. Son père lui dit que cette convocation royale vient directement de la reine et qu'il ne peut pas encore lui en révéler les détails, mais il veut qu'il soit là comme son assistant afin qu'il apprenne à gérer ses problèmes et à connaître les autres nobles. Ils prennent tous deux une calèche et, après un certain temps, atteignent la capitale royale qui semble grouillée de monde. Ils se rendent directement à l'intérieur du palais, où ils rencontrent un homme aux cheveux longs qui les salue tous les deux et les emmène dans une immense chambre remplie de gens qui ont l'air inquiets. Son père demande quelle est la condition actuelle de la reine, ce à quoi l'homme à la queue de cheval répond négativement, affirmant que son état semble dépasser la médecine. Il s'approche du lit de la reine et s'incline, après quoi la reine se révèle, l'air d'avoir déjà un pied dans la tombe. Son père s'approche de la reine et commence à prendre son pouls avant de demander à Pharma d'apporter son sac. Ensuite, il prélève un échantillon de son sang et effectue des examens magiques. Après cela, il se dirige vers la fenêtre où il commence à consulter l'horoscope de la reine pour décider si elle va vivre ou mourir. Waouh, quel médecin incroyable! Il consulte les étoiles, secoue de la tête en réalisant que les astres ne s'alignent pas et discutent entre eux qu'il n'y a aucun moyen de sauver la reine et qu'elle va mourir d'ici demain. Son père s'approche à nouveau de la reine et lui demande de le suivre avec un produit chimique de son sac. Pharma réalise qu'il essaie de faire planer la reine avec une substance pour qu'elle puisse être heureuse une dernière fois avant de mourir. La reine lui demande sans détour si elle va vivre et il répond que le médicament est vraiment puissant et qu'il devrait faire effet tandis qu'il laisse la reine prendre une bonne bouffée de l'ancien bang. Pharma se retourne en entendant les courtisans commencer à discuter de la façon dont ils vont organiser les funérailles et il réalise que ce n'est qu'un grand rituel d'euthanasie et que son père essaie juste d'adoucir le passage de la reine vers la mort. Pharma se sent mal et commence à penser qu'il devrait faire quelque chose. Il utilise sa capacité spéciale pour vérifier ce qui cause exactement les problèmes de la reine et il découvre que le problème est dans ses poumons et que cela pourrait être soit un cancer, soit la tuberculose. Après mûre réflexion sur ses symptômes, il parvient à réduire le diagnostic au sida et réalise qu'à cette époque, cette maladie était incurable, mais qu'avec la médecine future, il peut la guérir. Soudain, la porte s'ouvre et un petit morveux entre en courant, en pleurs, et va vers la reine lui disant qu'il ne veut pas qu'elle meure et lui demandant de ne jamais le quitter. Elle a l'air extrêmement triste et c'est là que Pharma décide qu'il ne peut pas la laisser mourir. Il s'avance, s'incline devant elle et demande sa permission de traiter son mal avec un nouveau médicament qu'il a développé. Tous les courtisans halètent immédiatement tandis que son propre père s'approche de lui et l'interroge sur cette folie. Pharma affirme toujours qu'il peut soigner la reine, ce à quoi son père le réprimande de ne pas parler s'il ne sait pas à quoi il a affaire. Mais la reine l'arrête, lui disant qu'elle le laissera essayer ce qu'il veut parce qu'il est le seul qui n'essaie pas de la faire planer. Il la remercie, se précipite hors de la cour et s'enferme dans une pièce, bloquant la porte avec sa magie de glace. Il commence à sortir ses affaires de son sac quand son père arrive et se met à frapper à la porte, lui ordonnant de l'ouvrir sur le champ, mais il essaie de se concentrer et commence à réfléchir au composé dont il aura besoin pour créer le médicament. Ce serait un composé très compliqué, alors il dessine la nature chimique du composé avant de l'imaginer et de le synthétiser. Avant qu'il ne puisse le faire, cependant, son père défonce la porte avec sa propre magie et lui dit d'arrêter cette folie. Il dit à Pharma que la maladie est incurable et qu'il ne va faire que créer plus de problèmes et de douleurs à la reine. Pharma répond que la maladie n'est pas incurable et que son père est juste bête car il croit en l'astrologie comme n'importe quelle autre personne crédule que je connais. Il se retourne alors et commence à synthétiser son médicament, mais son père est offensé par son dédain pour l'astrologie comme n'importe quelle autre personne crédule et lui dit que c'est aussi une vraie science avant de lui lancer un souffle de glace. Pharma se retourne et à ce moment-là, son père a déjà sa baguette levée, comme moi, tous les matins, et lui demande de répondre de quel genre de médecine miracle il parle, car sans la connaissance, la médecine n'est que poison. Pharma dit à son père de ranger sa baguette dressée, mais comme mon oncle bizarre, il refuse et lui lance d'autres souffles de glace. Pharma se retourne et utilise rapidement une barrière magique pour bloquer l'attaque, ce qui choque profondément son père avant d'ériger un mur de glace géant devant lui. Son père est sidéré car personne ne peut utiliser la magie sans baguette ni incantation et il demande à Pharma qui il est vraiment car il n'est pas son fils. Pharma n'a aucune idée de comment expliquer à son père Boomer le concept d'isekai, mais son père finit par trouver son journal rempli de textes du Kama Sutra. Il demande à Pharma d'où lui vient cette connaissance et il répond que lorsqu'il était dans le coma, il a fait un rêve et soudain il savait tout sur la médecine et le Kama Sutra. Son père demande si c'était une révélation du dieu de la médecine, mais Pharma répond honnêtement qu'il n'en a aucune idée. Son père lui dit que s'il a vraiment reçu une révélation du dieu lui-même, alors il ne peut rien faire. Et il remet sa baguette dans son fourreau, contrairement à mon oncle bizarre. Pharma montre aussi un certain respect et évapore tout le mur, choquant son père une fois de plus car il pensait que l'élément de Pharma était l'eau.
Il recommence à synthétiser le médicament et une fois terminé, il le rapporte à la cour, portant un masque facial. Il s'approche de la reine et lui dit qu'il a terminé le remède, que la maladie dont elle souffre est connue sous le nom de sida, causée par le fait que la reine est un animal bizarre et que le traitement sera à long terme, car elle devra prendre le médicament tous les jours pendant au moins 6 mois. Avant de lui donner le médicament, cependant, il s'approche et lui montre les bactéries dans son sang grâce à un microscope de haute précision et lui explique tout le concept des bactéries et autres agents pathogènes. Il boit ensuite l'un des gobelets pour montrer qu'il n'essaie pas de l'empoisonner et la reine boit elle-même le gobelet du serment. Tous les nobles se rassemblent pour jeter un coup d'œil au microscope et sont émerveillés par ce qu'ils voient, lui demandant quel genre de magie c'est. Il retourne ensuite à son manoir avec son père et lui donne une bouteille d'alcool et un peu de crack aussi, et lui dit de s'amuser avec le Kama Sutra. 3 mois se sont écoulés depuis leur visite à domicile pour la reine de ce royaume, et Pharma et son père ont mis au point une routine pour comparer leurs notes de Kama Sutra chaque matin et décider s'ils veulent essayer quelque chose de nouveau. Il est surpris par la connaissance des différentes positions que Pharma possède et ne peut le comprendre que comme une bénédiction des dieux. Son père lui dit aussi qu'il a récemment été approché par des gens d'une faculté de médecine qui voulaient qu'il révèle la manière de créer ces drogues, mais Pharma refuse immédiatement, disant qu'à l'heure actuelle, seul lui peut créer la Blue Meth. Son père lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter car il a dit aux gens de la faculté de médecine qu'il ne pourrait jamais créer ces drogues et il veut monopoliser le marché en vendant ses médicaments et en étant le seul producteur. Pharma regarde son père et lui révèle que son intention réelle est de rendre publique la recette de ce médicament afin que le remède contre le sida puisse être fabriqué dans chaque pharmacie. Le hic, c'est qu'il utilise ses capacités spéciales pour créer ces drogues. Son père, cependant, devient grave et lui dit qu'il est désormais sous le regard de nombreuses personnes, non seulement du secteur pharmaceutique mais aussi de ceux qui détestent la reine. Il doit être très prudent à l'avenir. Il confie à Pharma qu'il soupçonne quelqu'un d'avoir intentionnellement facilité l'épidémie de sida au sein du palais royal, ce qui signifie que la reine a eu des relations intimes avec un ennemi, ce qui est très harem. Pharma, cependant, lui explique que le sida ne présente pas de symptômes évidents au début et que celui qui lui a transmis la maladie ignore très probablement qu'il en est lui-même porteur. Son père est surpris par cette information et lui demande si le dieu lui-même lui a fait un cours sur le sida. Mais Pharma répond simplement qu'il met en pratique les connaissances du Kama Sutra, contrairement à son père, ce bon à rien, avant de s'éclipser en disant qu'il va s'occuper de la reine et qu'il reviendra plus tard. Il se rend au palais et, alors qu'il attend devant la porte des appartements de la reine, il est abordé par un jeune homme, l'assistant de l'avortement raté de la reine. Celui-ci demande à Pharma s'il désire quelque chose de la part de Sa Majesté. Pharma semble confus, mais le jeune homme lui explique qu'il a guéri la maladie de la reine, donc évidemment elle va le récompenser. Pharma répond qu'il n'y a pas vraiment réfléchi, et si l'on parle de sa passion, il ne voudrait qu'ouvrir une pharmacie et vendre autant de crack qu'il le souhaite aux gens. La porte s'ouvre et il entre dans la pièce pour effectuer son examen de routine sur la reine. Il note tout nouveaux symptômes et ajuste sa posologie avant de lui annoncer que sa convalescence semble bien progresser et que d'ici quelques mois, elle devrait être parfaitement rétablie. La reine rit et lui dit qu'elle a hâte de pouvoir à nouveau s'amuser. Mais Pharma la remet à sa place en lui expliquant qu'elle doit s'abstenir pendant au moins quelques mois, sinon la maladie risquerait de se remettre de son stade final. La reine semble décontenancée par cette information, mais promet qu'elle essaiera de se contrôler autant que possible. Elle commence à lui confier que depuis qu'elle a contracté le sida, son statut social a massivement chuté et plus personne ne la respecte. Pharma lui dit que c'est ce qui arrive quand on est trop facile, mais la console ensuite en affirmant que peu importe ce que les autres disent, elle sera toujours indispensable à son fils, qui la respectera toujours. C'est le plus gros mensonge que j'ai jamais entendu, ça. Il ajoute que de nombreux Sams l'adorent aussi et continueront de la vénérer jusqu'à son dernier souffle. Cela rend la mégère en quête d'attention très heureuse et elle congédie Pharma pour le moment afin de se détendre en paix. Le lendemain, lui et son père sont tous deux convoqués à la cour royale et ils sont tous les deux tirés à 4 épingles. Ils entrent dans la cour qui est remplie d'une foule immense de nobles, tandis que la reine est assise sur son trône. Elle appelle le père de Pharma devant elle et commence à débiter un tas de platitudes, le remerciant de l'avoir aidé dans son état de détresse, puis interpelle Pharma depuis la foule qui semble très surpris. Il s'avance timidement vers la reine et elle pose son sceptre sur ses épaules, le félicitant pour son excellent service et pour lui avoir sauvé la vie, avant de lui remettre un insigne et de le nommer pharmacien royal, tout comme son père. Elle lui annonce ensuite qu'elle lui accorde sa permission personnelle d'ouvrir une pharmacie dans la cité royale où il le souhaite, et quand il le souhaite, sur un terrain de son choix, le ravissant avec cette nouvelle. Le lendemain, un groupe de personnes arrive chez lui pour demander audience. Quand il les rencontre, ils expliquent qu'ils sont les charpentiers, bâtisseurs et maçons royaux, personnellement désignés par la reine pour s'assurer que la pharmacie soit construite aussi vite et aussi magnifiquement que possible.
Pharma répond qu'il n'a pas vraiment de détails précis sur comment, quand et où il veut sa pharmacie et qu'il aurait besoin de temps pour décider. Mais les ouvriers expliquent au Carnot qu'ils ne peuvent pas se le permettre, car s'ils retournent au palais sans avoir construit la pharmacie, la reine leur fera couper la tête. Avant même qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Hélène entre dans la pièce avec sa personnalité pétillante et lui annonce que son père lui a ordonné de l'assister dans la création de la pharmacie. Pharma répond qu'il veut se promener et visiter d'autres pharmacies pour se faire une idée de ce qu'il veut et de ce qui est nécessaire. Mais les ouvriers lui disent immédiatement qu'ils ne peuvent pas le permettre car la reine s'assurerait littéralement que toute leur famille ne revoit jamais la lumière du jour. Après avoir réfléchi un instant, Pharma décide enfin de ce qu'il veut et prend un crayon et une feuille avant de commencer à dessiner un plan incroyablement précis de la pharmacie de ses rêves. Un certain temps s'écoule, la construction avance plutôt bien et maintenant l'entrepreneur lui demande s'il souhaite nommer sa pharmacie dès à présent. Il y réfléchit un moment avant d'opter pour le nom Pharmacie du monde parallèle. Il s'approche d'Hélène et lui demande si le nom ne serait pas trop tape à l'œil car il souhaite que ce soit une affaire très discrète et ne veut aucune presse indésirable. Mais elle répond que le fils d'un noble aristocrate ouvrant une boutique médicale est une nouvelle révolutionnaire et qu'évidemment il aura de la presse, qu'il le veuille ou non. Avant qu'il ne puisse discuter davantage, cependant, un certain Gros s'approche d'eux, affirmant qu'il pensait que ce n'était qu'une rumeur en regardant leur boutique. Il regarde Pharma et lui dit de faire venir le propriétaire de la boutique. Pharma lui répond qu'il possède sa mère toutes les nuits avant de se déclarer propriétaire du magasin. Le Gros prétend venir d'une guilde médicinale et lui demande s'il veut vendre des sucettes pour enfants ou des bonbons durs, car évidemment il n'est pas assez vieux pour faire autre chose. Pharma répond que la mère du Gros aime beaucoup sa sucette et qu'elle est sa seule cliente. Pour les autres, il vendra de vrais médicaments pharmaceutiques. Il demande au Gros s'il doit s'inscrire à sa guilde pour exploiter sa boutique, mais l'énorme individu répond que leur guilde n'accepte pas les inscriptions de nobles, mais que s'il le suppliait pour avoir une chance, il pourrait le laisser adhérer. Pharma, cependant, rejette son offre, affirmant qu'il veut travailler seul et qu'il est convaincu de pouvoir faire un meilleur travail que toute la guilde du Gros en vendant de meilleurs médicaments à des prix plus abordables. Cela met le Gros en rage, qui lui dit que c'est impossible pour lui de faire ça, mais Hélène met fin à tout cela en disant au Gros de reculer avant qu'elle ne perde la tête et ne le transforme en pot-au-feu, ce qui effraie tellement le Gros qu'il s'enfuit tout simplement. Pharma entre dans sa boutique et effectue quelques dernières inspections des outils qu'il possède. Il dit à Hélène qu'ils auront besoin de quelqu'un pour la comptabilité et la gestion de l'argent. C'est alors que Lot lui dit de la considérer car elle sait lire, écrire et aime faire des calculs. Quel monstre! Pharma, cependant, ne veut pas lui donner sa chance car c'est un misogyne total. Il lui dit qu'il fera d'elle sa fille de course car, évidemment, en tant que fille, elle ne peut pas gérer des choses comme l'argent, c'est totalement au-delà de ses capacités intellectuelles. La naïve Lot accepte rapidement et s'en va. Il se tourne ensuite vers Hélène une fois de plus et lui dit qu'ils devront trouver quelqu'un de fiable qui puisse gérer leur compte à la perfection. Ce soir-là, il rentre à son manoir et trouve tous les domestiques, sa sœur et Lot, dans le couloir, versant des larmes, ce qui le déconcerte. Il entre et demande « Quel est le problème ?» Ce à quoi une personne nommée Cédric répond, le remerciant pour sa générosité toutes ces années et expliquant qu'il prend sa retraite en tant que comptable de la famille Pharma à partir d'aujourd'hui et qu'il vivra probablement sa vie en paix à la campagne, et c'est ce qui a ému toutes ces personnes. Il affirme qu'il a de très mauvais genoux et prenant cela en considération, le père de Pharma a décidé de le renvoyer. Pharma lui demande s'il voudrait toujours travailler s'il avait de meilleurs genoux et Cédric hoche la tête, disant qu'il adore gérer les comptes. Après avoir entendu cela, il s'enfuit et se rend dans les appartements de son père, lui demandant la permission d'employer Cédric comme comptable pour sa pharmacie. Son père lui dit qu'il a renvoyé Cédric pour que Pharma puisse l'embaucher et ordonne à l'un de ses serviteurs d'apporter un coffre géant qu'il offre à Pharma comme cadeau pour l'ouverture de sa boutique. Pharma ouvre le coffre et est choqué de le voir rempli de pièces d'or. Ah, ces enfants gâtés avec leur argent facile! Il dit à Pharma d'utiliser cet argent avec prudence et de s'assurer de porter sa pharmacie vers de nouveaux sommets, ce qui n'est pas très difficile quand on a des fonds illimités pour être honnête. Cela fait 1 mois que la pharmacie a ouvert, mais étonnamment, il reçoit rarement un client en plusieurs semaines et les affaires sont catastrophiques, ce qui a commencé à faire perdre confiance à Pharma en lui-même. Hélène cependant le rassure en lui disant que c'était inévitable car les roturiers vont généralement chez les pharmaciens et les médecins d'origine modeste qu'ils fréquentent depuis longtemps, tandis que les nobles et les aristocrates font simplement venir le pharmacien à domicile pour se débarrasser de toute maladie. Il pousse un grand soupir, n'ayant aucune idée de la raison pour laquelle les gens n'essaieraient pas au moins une fois la nouvelle pharmacie. Mais à ce moment-là, Lot entre dans la pièce avec une pile de papiers à la main et affirme qu'elle a parcouru toute la ville et mené une enquête auprès des gens ordinaires sur leur perception de la nouvelle pharmacie et qu'elle a enfin les résultats. Elle commence à énumérer les problèmes que les gens ont mentionnés, le premier étant qu'il y a un sceau impérial sur la porte, ce qui signifie que cette pharmacie ne répond de personne d'autre que la reine, ce qui est généralement réservé aux nobles de très haut rang.
Le deuxième problème est la présence de gardes à l'air effrayant postés devant la pharmacie, qui sont importants pour protéger la devanture, mais qui effraient les roturiers à cause de leurs attitudes glaciales. Mais qu'est-ce que ces gens veulent à la fin? Des télétubbies pour garder le magasin, peut-être? Le problème suivant est qu'ils ne savent pas quoi porter dans un magasin aussi chic, ce qui est la chose la plus classe moyenne que j'ai entendue depuis longtemps. Le suivant étant qu'ils ont peur d'utiliser les mauvaises manières devant un noble. Le problème suivant est que les gens supposent simplement que les prix des médicaments seront très élevés, même s'ils sont moins chers que la concurrence. Et le dernier problème est qu'ils ne font pas confiance à un propriétaire enfant, ce qui est très juste, pour être honnête. Il décide à Pio de réfléchir à ses problèmes plus tard, et heureusement ce jour-là, un client arrive. Il s'avère être un vieux marin qui veut des pilules pour réduire la nausée. Il prend les pilules, boit de l'eau et commence à partir, promettant d'être un client fidèle. Pharma l'arrête et lui donne des pilules de vitamine C, affirmant que les marins sont très sujets à la gonorrhée et que cette pilule les aidera à se défendre contre le problème Dante. Le vieil homme, cependant, semble décontenancé et refuse la pilule avant de prétexter que quelqu'un l'attend dehors. Pharma finit par le suivre et découvre que le vieil homme parle à voix très basse à deux autres hommes en costume. Mais avant qu'il ne puisse enquêter davantage, il est intercepté par sa mère et son père qui portent un masque du genre que l'on voit très souvent sur un certain site web, vous savez. Il les emmène tous les deux à l'intérieur de la boutique et leur dit de garder leurs fétiches dans leurs chambres à coucher. Mais son père lui dit simplement de se taire et lui demande de leur faire visiter le magasin. Pharma les emmène aux différents étages de la boutique, montrant d'abord la zone principale où il va vendre ses médicaments. La deuxième zone est la salle de repos pour les patients et elle dispose même de cellules d'isolement pour les personnes dérangées, comme moi par exemple. Après cela, il leur montre la salle de bain et la cuisine avant de les emmener à son laboratoire personnel où il développe de nouvelles méthodes pour créer du crack. Une fois la visite terminée, il s'assoit sur le canapé et il explique que le trafic de clients est assez faible. La mère lui suggère alors de commencer à créer des cosmétiques de soins et de les vendre aux nobles et aux aristocrates, ce qui augmentera sa popularité auprès des nobles comme des roturiers. Il remercie sa mère car c'est sincèrement la meilleure idée qu'elle ait eue jusqu'à présent, mais son père joue les trouble-fêtes et lui dit de ne pas produire la poudre blanche. Pharma semble confus, mais son père révèle qu'il a remarqué que les femmes qui utilisent de cette poudre blanche sur leur peau pour paraître plus claires finissent par contracter plus de maladies que celles qui n'en consomment pas. En outre, l'espérance de vie semble également se réduire si l'on utilise cette poudre. Il réalise soudain que son père parle des métaux lourds qui étaient autrefois présents dans les produits de beauté, mais qui sont interdits dans le monde moderne. Il promet à son père qu'il fabriquera de meilleurs produits. Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, un jeune homme entre dans la pièce, l'air vraiment terrifié, et demande à Pharma s'il est le pharmacien ici, car sa maîtresse s'est effondrée à l'intérieur de la calèche. Pharma court immédiatement derrière lui et atteint la calèche pour y trouver une jeune noble, l'air très faible et pâle. Il utilise aussitôt son œil pervers pour découvrir quel est son problème, seulement pour constater que son corps semble aller bien, à part quelques marques de coupure sur sa main. Soudain, il réalise que cette jeune femme a dû suivre la procédure médicale de la saignée, pratiquée pour tenter d'obtenir un teint plus pâle et plus clair. Il la ramène immédiatement à sa pharmacie et lui donne des médicaments contre l'anémie. Elle reprend des forces et révèle qu'elle a commencé à faire cela parce que son coup de cœur l'a rejetée pour une fille à l'apparence plus claire. Quel raciste intolérant! Après avoir été rejetée, elle a suivi la voie d'une imbécile en cherchant des moyens de se venger au lieu d'aller à la salle de sport et de devenir une mass monster. Il lui dit qu'elle ne devrait pas faire de telles choses car même lorsqu'elles sont pratiquées par des médecins, c'est très dangereux. Il lui dit de revenir la semaine prochaine car il aura de nouveaux produits cosmétiques pour elle. Une semaine plus tard, elle revient et il lui fournit une nouvelle poudre et un fond de teint sans métaux lourds qu'il a créé, qu'elle adore immédiatement. Ceci, combiné à la publicité faite par Lotte, a fini par attirer l'attention de nombreux clients qui ont commencé à visiter la boutique pour acheter différents produits, réalisant que les prix étaient également abordables. Après un certain temps, la jeune femme revient avec un groupe d'amis, mais à ce moment-là, tous les cosmétiques sont déjà en rupture de stock, ce qui est vraiment dommage. Ils s'assoient tous les deux dans une pièce et elle propose d'investir dans son entreprise et d'ouvrir une filiale de sa firme qui ne s'occupera que des cosmétiques. Il accepte car son comptable lui donne le feu vert. Après un certain temps, une autre boutique a été créée ainsi qu'un laboratoire où les cosmétiques sont testés et fabriqués. La femme a même recruté un groupe de pharmaciennes fiables spécialisées en cosmétiques qui travailleraient sous la direction de Pharma et augmenteraient l'approvisionnement de ses produits. La nouvelle de cette nouvelle poudre éclaircissante est parvenue aux oreilles de la reine qui appelle Pharma s'informant de ses affaires et il lui offre un gloss, une nouveauté ici. Elle l'applique sur ses lèvres et est immédiatement séduite par la beauté qu'il leur confère. Mais Pharma lui dit de faire attention car il ne veut pas qu'elle devienne trop freaky et attrape à nouveau une maladie. Elle lui dit que dorénavant, elle veut être la première à obtenir ses cosmétiques et lui demande aussi d'augmenter les prix de ses produits, sinon les commerçants locaux seront écrasés, ce qu'il accepte de faire.
Un certain temps s'est écoulé et Pharma accompagne son père pour un voyage en mer afin de rencontrer un seigneur nommé Adam, qui a autrefois soigné la reine et a reçu une seigneurie en retour. Il possède actuellement le plus grand port et la plus grande production médicinale de tout le royaume, ce qui le rend extrêmement riche. En parlant à son père, Adam mentionne qu'ils ont du mal à gérer l'une des entreprises, qui cherche constamment des moyens d'éviter d'être taxés. Son père le regarde calmement et affirme qu'il devrait essayer de discuter autant que possible et organise une réunion avec lui pour régler ce problème tant qu'il en est à son stade initial. Soudain, il se tourne vers Pharma et lui dit qu'il devrait aller jouer plutôt que de s'engager dans des conversations d'adultes inutiles. Pharma réalise qu'il doit se comporter davantage comme un enfant et commence à jacasser comme un idiot, disant qu'il va nager dans la mer avant de s'enfuir. Il descend vers la plage quand il aperçoit Lot et sa jeune sœur en train de faire des châteaux de sable. Les deux filles le saluent, puis sa sœur commence à lui demander de la laisser jouer dans l'eau, mais il lui dit qu'elle ne sait pas nager, pas plus que Lot. Cependant, Bland lui attrape immédiatement le bras et commence à le supplier de la laisser jouer dans l'eau, tandis que Lot fait de même. Il se retrouve dans une situation très délicate, tandis que les deux filles le supplient de les laisser jouer dans l'eau et promettent de rester au bord à tout moment. Il accepte finalement de les laisser tremper leurs orteils dans l'eau, mais leur dit de ne pas se mouiller. Il se retourne et voit qu'Hélène est apparue de nulle part, comme par magie, et boit du vin avant de lui dire qu'elle va aussi faire un plongeon et invite même Pharma à l'aider à se mouiller. Pharma décline poliment l'invitation, ce qui pousse Hélène à lui demander s'il ne sait pas nager avant de se diriger vers l'océan. Il s'assied et se souvient qu'il était un très bon nageur dans sa vie antérieure. Il a un flashback de sa sœur qui le suppliait de la laisser jouer avec lui dans l'eau, mais comme elle était trop jeune, il lui disait toujours qu'elle ne pouvait pas aller dans l'eau pour l'instant, mais lui promettait de l'emmener dans l'océan et de jouer avec elle une fois qu'elle aurait 5 ans. Mais ce moment n'est jamais arrivé, car la tragédie a frappé et elle a été emportée de ce monde. Avant même qu'elle n'ait 5 ans et qu'elle n'ait eu la chance de profiter des magnifiques vagues de l'océan. Il revient à la réalité et essuie rapidement ses larmes, mais il était encore en train de broyer du noir quand il entend une voix forte et lève les yeux pour voir que Bland est emporté par l'eau tandis que Lot crie à l'aide comme une vraie perdante. Bland est incapable de nager vers le rivage et Pharma court immédiatement vers l'océan avant de sauter tandis qu'Hélène lui dit d'arrêter car il peut aussi se mettre en danger. Mais il s'en fiche et suit Bland tandis qu'Hélène est incapable de suivre le courant sauvage. Il continue de nager seulement pour réaliser qu'une énorme vague la frappe, la tirant sous l'eau. Alors il plonge rapidement aussi, nageant vers sa sœur inconsciente tout en se souvenant de sa vraie sœur avant de jurer qu'il ne laissera pas Bland se blesser. Il réalise qu'il ne peut pas l'atteindre à temps et crie de désespoir, ce qui active soudainement son tatouage de signe de gang. Une énorme lumière est émise avant que l'eau de toute la zone ne disparaisse dans l'air, laissant Bland sur le fond marin tandis que Pharma regarde avec étonnement les poissons danser autour pour trouver de l'eau. Hélène se lève, confuse, et regarde autour d'elle pour trouver Pharma, faisant sa meilleure imitation de Moïse, retenant la colonne d'eau de tomber sur eux tout en tenant Bland dans un bras. Il parvient à les sortir de cette situation et sur la plage, Bland pleure dans ses bras de peur tandis qu'Hélène reste assise en état de choc complet. Pharma console Blandine, vérifie si elle a des blessures, mais est soulagée de la trouver saine et sauve. Hélène, elle, ne comprend pas ce qui vient de se passer et lui demande ce qu'il fait. Pharma répond honnêtement qu'il n'a aucune idée de ce qui s'est passé et que c'était peut-être une de ses capacités de magie de l'eau, mais Hélène rétorque qu'une telle magie n'existe pas. Pharma est choqué d'entendre ça et remarque que même Watt semble avoir peur de lui en ce moment, mais il est juste heureux d'avoir pu sauver sa sœur d'une mort imminente dans cette vie et la serre fort dans ses bras. Plus tard cette nuit-là, il est assis sur son lit et rumine le fait qu'il a simplement retiré toute l'eau des environs, sans même penser que leur corps est aussi fait d'eau et qu'une petite erreur aurait pu leur coûter la vie. L'eau le met au lit et s'apprête à quitter la pièce, mais Pharma l'arrête et s'excuse avant de lui dire qu'elle n'a pas à s'inquiéter car il n'utilisera plus cette magie. Lot semble confuse quand Pharma lui dit qu'il sait qu'elle a eu peur quand il a utilisé cette magie, mais elle lui répond aussitôt qu'elle n'a pas eu peur de lui. Au contraire, elle était en admiration devant ses prouesses magiques et immensément impressionnée par sa vivacité d'esprit et sa prise de décision qui ont sauvé la vie de Blandine. Elle pleure le fait que pendant que Blandine se noyait, elle était incapable de bouger d'un pouce et est restée là, figée. Pharma lui dit qu'elle a fait le bon choix en ne plongeant pas car elle ne sait pas nager non plus et lui assure qu'elle est tout aussi importante pour lui que sa sœur. L'eau ne peut contenir sa joie et le remercie du fond du cœur avant de regagner sa chambre pour la nuit. Le lendemain matin, ils ouvrent leur boutique devant une horde de gens rassemblés. Pharma est choqué de voir autant de monde car ils n'ont pas la moitié de ses clients un jour normal. Il pense que c'est peut-être parce qu'ils étaient à dos fermé le week-end pour leur virer à la plage, mais Hélène affirme que c'est juste parce que la médecine de Pharma est excellente. En regardant autour de lui, Pharma remarque 2 hommes en robe blanche qui le dévisagent comme s'il était une friandise à croquer. Il s'approche et leur demande s'il peut les aider, mais ils ne montrent aucun intérêt à répondre et s'éloignent aussitôt. Plus tard ce jour-là, il s'installe pour prendre le thé.
Pharma commence à parler des hommes en robe blanche et Hélène affirme qu'elle aussi a essayé d'aider, mais qu'il ne semblait avoir Dieu que pour Pharma. Lot lui dit qu'elle leur a demandé si elle pouvait les aider à trouver quelque chose, mais ils n'ont même pas répondu. Hélène dit à Pharma que leur robe ne ressemblait d'eau pas à celle de la région, car elle connaît toutes les guildes du coin, ce qui rend leur objectif encore plus suspect. Black, un peu effrayé, demande s'il devrait la contacter les gardes, et Pharma est d'accord. Le lendemain matin, alors que les gardes déverrouillaient les portes de la pharmacie, ils ont vu une calèche foncer sur eux. Il essaie d'arrêter le cheval, mais il défonce simplement le portail d'entrée, détruisant tout sur son passage. Après cela, le garde se rend au manoir de Pharma où il explique les événements à son père, qui est scandalisé. Il demande au garde ce qu'il faisait bon sang, mais le garde s'excuse simplement, affirmant qu'il n'a même pas eu le temps de réagir. Pharma réalise que c'est une manœuvre vraiment audacieuse de l'ennemi, tandis que son père affirme qu'il punira lui-même le coupable. Son conseiller demande pourquoi quelqu'un commettrait un tel acte, et son père répond que les ennemis veulent fermer la boutique de Pharma car ils le voient comme un étranger vendant des médicaments époustouflants à des prix vraiment dérisoires. Il dit aux gardes de se tenir prêts car il s'attend à d'autres problèmes et leur dit qu'il écrira lui-même à la reine à ce sujet. Pharma dit à son père qu'il va aussi aller vérifier la pharmacie, mais son père l'arrête et lui demande s'il a des suspects en tête. Il sait que cela pourrait être l'œuvre de la guilde des pharmaciens ou des gens de la cape blanche, mais pour en être sûr, il lui dit qu'il a besoin de temps pour recueillir plus d'informations. Pharma court à la pharmacie, seulement pour la trouver complètement détruite, tandis que des hommes tentent de dégager les gravats et les débris. Pharma s'enquiert de la situation et un de ses employés lui montre à quel point la boutique est complètement détruite. Avant que Pharma ne puisse entrer, l'homme utilise rapidement la magie de purification pour éliminer l'odeur. Pharma inspecte la boutique et découvre que la salle des médicaments est intacte, ce qui signifie qu'il peut en fabriquer davantage s'il le souhaite. L'homme lui dit qu'Hélène et Lot ont toutes deux emporté autant de médicaments que possible au manoir, afin que les personnes qui en ont un besoin urgent puissent les obtenir. Alors que Pharma sort de la boutique, il trouve Jean, le vieil homme qui l'a aidé autrefois, accompagné d'un groupe de jeunes hommes robustes, qui lui dit qu'il est là pour aider. Tous les autres habitants du coin semblent adorer Pharma et lui disent à quel point ils sont désolés pour lui, mais affirment qu'ils l'aideront à reconstruire la boutique. Ils commencent tous à nettoyer les lieux pendant que Pharma observe, émerveillé, quand soudain, une femme entre en courant et demande un médecin. Pharma s'approche immédiatement d'elle et elle se met à pleurer, expliquant que son père est soudainement tombé par terre à cause de la chaleur et ne se relève plus. Il monte aussitôt à cheval avec la jeune fille et commence à galoper tandis qu'elle lui indique la direction de son père malade. Il continue de rouler, réfléchissant à toutes les raisons possibles de la maladie de son père et s'inquiétant d'avoir assez de médicaments quand la fille lui dit de passer la colline. Cela lui met un peu la puce à l'oreille car il ne comprend pas pourquoi son père se trouverait dans un endroit aussi reculé. Il traverse les prairies mais quand il se retourne pour lui poser une question, elle disparaît et il se retrouve encerclé par un groupe d'hommes encapuchonnés de blanc à cheval. Un homme lève une baguette vers lui et lui demande de répondre honnêtement s'il est celui qui a fait disparaître une partie de l'océan près de la plage. Pharma reste là, choqué, tandis que l'homme affirme être un enquêteur du Royaume Royal et exige une réponse. Il a soudain un flashback où Hélène lui parle du temple, l'organisation sacrée de ce monde. Selon elle, le temple détient le pouvoir le plus élevé, car ce sont eux qui confèrent aux nobles leur statut de noblesse en évaluant leur force magique. Elle lui dit que le temple est presque aussi puissant que la reine elle-même, et à leurs yeux, les archiducs et autres nobles ne sont rien. Après cela, elle a détaillé le rôle des enquêteurs du temple, connus pour être impitoyables lorsqu'ils trouvent un hérétique ou quelqu'un qui ne croit pas en leur cause. Ils sont connus pour effacer la personne de l'existence en utilisant leurs extraordinaires capacités magiques. Il revient à la réalité où le chef du groupe se présente comme Sal et lui demande directement pourquoi il n'a pas d'ombre. Sal le traite de stupide car il est littéralement sorti en plein jour alors que son ombre n'est pas du tout visible. Il interpelle Pharma et affirme qu'il n'est pas un garçon humain mais un esprit maléfique sans ombre. Pharma crie qu'il n'est ni un esprit maléfique ni un fantôme, mais l'un des hommes l'interrompt et lui demande ce qu'il est exactement. Pharma répond honnêtement qu'à sa connaissance, il est un être humain, mais Sal n'est pas d'humeur à écouter quoi que ce soit et affirme qu'ils n'ont pas besoin de justification. Sal lui dit de lever les mains et de reculer de 10 pas. Comme Pharma ne veut pas envenimer la situation, il obéit et recule. Après cela, Sal utilise immédiatement sa magie pour l'emprisonner en créant un dôme magique. À leur surprise générale, le dôme se brise complètement, ce qui les effraie et ils commencent à courir autour de lui, tandis que l'un d'eux utilise sa magie de flamme pour attaquer Pharma. Il utilise immédiatement un bouclier de feu autour de lui, puis il utilise simplement sa magie pour retirer l'oxygène de la zone environnante, ce qui éteint les flammes. Les enquêteurs pensent que Pharma possède une magie anti-feu, alors un autre utilise une magie de glace contre lui, mais il lance immédiatement un autre bouclier qui annule aussi la magie de glace, ce qui les sidère littéralement, car ils n'ont jamais vu personne avec de multiples attributs et capable d'utiliser la magie sans baguette.
Les enquêteurs perdent la tête et Sal leur dit d'oublier de le capturer vivant et de viser la mort. Cela effraie Pharma tandis que les hommes l'attaquent simultanément avec la magie de la terre, du vent, de l'eau et du feu. Toutes les attaques s'unissent et frappent Pharma tandis que les enquêteurs attendent que la poussière retombe seulement pour le voir complètement recouvert d'une cage de glace. Là, il décide que trop, c'est trop et est forcé d'utiliser sa magie offensive. Il lance une énorme grenade aveuglante qui déstabilise Sal, et pendant que ses acolytes essaient de l'aider à se relever, il remarque que Pharma marche vers eux en faisant léviter l'iceberg qui a coulé le Titanic au-dessus de lui. Il leur dit qu'il peut facilement se débarrasser d'eux en une seule attaque, mais qu'il est né dans ce monde pour soigner les gens et non pour nuire. Son corps lumineux choque Sal au plus profond de lui, qui aperçoit enfin le tatouage de signe de gang sur ses bras et dit à ses acolytes qu'il s'est trompé et que ce garçon n'est pas un humain mais le dieu de la médecine lui-même. Cela choque Pharma qui essaie de leur dire qu'il n'en est rien, mais ils s'inclinent tous et Sal affirme qu'il a été puni pour avoir levé sa baguette contre le dieu lui-même. Pharma remarque qu'en tombant, la jambe de Sal s'est fracturée et saigne. Sal commence son mélodrame et dit à tout le monde qu'il va bientôt mourir de cette blessure et supplie Pharma de lui pardonner avant de sortir une petite dague de son derrière et de la poser sur sa gorge. Heureusement, Pharma parvient à arrêter le couteau juste avant qu'il n'atteigne la gorge de Sal et utilise sa magie pour le faire disparaître aussi. Sal a l'air confus tandis que Pharma lui dit qu'il ne veut la mort de personne et que tout ce qu'il veut, c'est gérer sa pharmacie en paix. Il recule et utilise sa vision pour repérer la fracture ouverte à la jambe de Sal et essaie de trouver le meilleur moyen d'arrêter l'hémorragie. Il pense à amputer la jambe, mais l'endroit se met à briller, ce qui signifie qu'il mourra de l'amputation. Il réalise qu'il devra effectuer une opération pour lui sauver la vie, mais le problème est qu'ils sont si loin de la ville qu'il pourrait être trop tard pour lui. Il sait qu'il est pharmacien et ne pratique pas vraiment d'opération, mais si Sal ne reçoit pas de soins médicaux immédiats, il ne survivra pas. Il se retourne aussitôt et utilise sa magie de terre pour fabriquer une table magique avant de dire à ses acolytes d'y allonger Sal et leur dit aussi d'appeler une calèche. Sal est choqué de voir le dieu lui-même prêt à le soigner, mais Pharma lui dit de ne pas s'en faire. Au moment où Yvesin arrive, il installe Sal sous une tente et y entre enfin, expliquant à Sal qu'il devra lui donner des antibiotiques avant de lui administrer une anesthésie pour la douleur. Puis il nettoiera la plaie avant de découper les tissus endommagés et enfin le recoudra. Il enfile son équipement chirurgical, prend une seringue et administre l'anesthésie dans la colonne vertébrale de Sal. Après cela, il crée un bloc de glace et demande avec un petit sourire en coin si Sal peut le sentir. Sal répond qu'il ne sent rien, ce qui soulage Pharma qui prend immédiatement son scalpel et se met au travail. Après quelques heures, il sort de la tente où les acolytes de Sal attendent avec impatience les nouvelles. Pharma leur annonce la bonne nouvelle, l'opération a réussi et leur commandant vivra un jour de plus. Tous s'inclinent avec respect, stupéfaits de voir que Pharma non seulement ne les a pas punis, mais les a aidés. Pharma leur dit de se calmer un peu avant de leur ordonner de garder cet incident secret car il ne veut pas que ses pouvoirs soient révélés au grand public. Plusieurs mois plus tard, Sal lui-même rend visite à la pharmacie de Pharma, ce qui choque Hélène et Lot, car il est l'évêque en chef et enquêteur du temple. Mais il leur dit qu'il doit la vie à Pharma et leur offre un tas de chocolat. Il remercie à nouveau Pharma, disant qu'il ne peut marcher que grâce à lui et qu'il sera toujours un serviteur loyal. Il affirme avoir complètement effacé les dossiers concernant un garçon suspect, sans ombre, donc il n'aura plus à s'inquiéter de problèmes de ce côté-là non plus. Pharma le remercie de son aide et regarde dehors pour voir son entourage transporter un tas de cadeaux pour lui, ce qu'il trouve un peu trop excessif. Sal demande à Pharma de parler en privé et lui montre une boîte qui contient une baguette spéciale, réputée être la baguette originale du dieu de la médecine, Infant. Elle était conservée dans le trésor du temple avec la statue du dieu, mais Sal pensait que la baguette devait être avec son maître légitime, alors il l'a apportée ici. Il affirme que cette baguette peut utiliser tous les attributs, en plus d'être prête pour le combat, le diagnostic et la guérison. Pharma est sidéré, tandis qu'Hélène salive à la vue d'une baguette si grande et si épaisse qui pourrait la satisfaire. Pharma semble hésiter à manipuler un trésor national, craignant qu'il ne se brise ou ne soit volé. Sal lui dit de simplement prendre la baguette, et quand il le fait, la baguette commence à briller de 1000 feux. Sal et Hélène affirment tous deux que la baguette a reconnu Pharma comme son véritable propriétaire. Hélène salive de tous les pores de son corps et demande si elle pourrait aussi tenir sa grosse et épaisse baguette. Pharma accepte seulement pour découvrir que la baguette lui glisse simplement entre les doigts et tombe au sol. Il se tourne vers Sal qui affirme que cette baguette appartient à un dieu, donc aucun humain ne peut la toucher ou l'utiliser à part son propriétaire légitime. Pharma la ramasse une fois de plus et essaie de s'asseoir dessus selon les instructions de Sal et à sa surprise, elle commence à flotter dans les airs avec lui. Finalement, Sal part avec ses hommes et dit à Pharma que le temple ne lui causera plus de problème, mais lui conseille d'être prudent car ce n'est pas le temple qui a attaqué sa pharmacie avec cette calèche la dernière fois, ce qui signifie que quelqu'un d'autre est aussi après lui.
Pharma répond honnêtement qu'il n'a aucune idée de qui cela pourrait être, mais qu'il aimerait le découvrir bientôt. Avant de partir, Sal lui offre un dernier cadeau qui ressemble à un médaillon et dit à Pharma que cela supprimera son pouvoir divin. À sa grande surprise, Pharma baisse les yeux et voit sa propre ombre visible sur le sol, ce qui le rend immensément heureux car il se sent enfin humain. Plus tard ce jour-là, il passe du temps avec sa sœur Elot et les emmène au marché acheter des fruits, mais il semble fatigué après avoir tant travaillé car la clientèle a explosé et il a besoin de plus d'employés. Il réfléchit aux personnes de confiance qu'il pourrait embaucher quand il remarque une jeune femme cherchant un médicament particulier dans une pharmacie qui ne l'avait pas. Le propriétaire de la boutique dit à la femme que même si les médicaments vendus par Pharma sont efficaces, la guilde ne les approuve pas, ce qui signifie que les pharmacies normales n'ont pas les autorisations requises pour vendre ces drogues. Plus tard ce soir-là, Pharma retourne à la boutique et parle à Hélène de ses projets d'établir une toute nouvelle guilde. Elle vérifie les exigences minimales et affirme qu'ils peuvent légalement créer la guilde s'ils le souhaitent. Elle pense qu'une fois la guilde prête, les nouvelles boutiques la rejoindront certainement pour capitaliser sur les nouveaux médicaments, ce qui réduira aussi efficacement leur charge de travail. Il est rapidement décidé que la guilde sera créée et Pharma dit à Cédric de préparer les papiers. Le lendemain matin, en se rendant à sa pharmacie, il tombe sur un homme à l'air dépenaillé, portant sa fille sur son dos qui frappe avec insistance à la porte d'un médecin local. Pharma lui dit que le médecin est absent de la ville pour quelques jours, mais s'il le souhaite, Pharma peut examiner sa fille. L'homme regarde Pharma avec suspicion, aperçoit l'insigne du pharmacien royal sur son col et essaie poliment de refuser, pensant qu'il n'aura pas assez d'argent, mais Pharma lui dit de ne pas s'inquiéter car il s'occupera de tout, avant d'envoyer Lot en avant pour tout préparer. Il dit à l'homme de le suivre et il passe par le portail d'entrée de sa pharmacie, qui est complètement bondé de gens jusqu'au portail arrière. Ils entrent dans une pièce propre, il dit à l'homme d'allonger sa fille sur la civière pendant qu'il met un masque et en donne un à l'homme qui semble confus quant à son utilisation. Pharma l'assure que c'est sûr et lui dit que c'est pour arrêter la propagation de l'infection. L'homme réalise qu'ils sont passés par la porte arrière pour que la maladie de sa fille ne se propage pas. Pharma s'assied à la table et commence à poser des questions sur la jeune fille et l'homme lui dit que sa fille s'appelle Marie et qu'elle a 7 ans. Ensuite, Pharma demande quand elle est tombée malade et l'homme affirme qu'elle a mangé pour la dernière fois hier après-midi et qu'elle est malade depuis. Pharma lui dit que la jeune fille semble déshydratée et à peine consciente pour l'instant, ce qui signifie que la fièvre est élevée. Il demande ensuite à l'homme s'il connaît le poids de Marie, mais il ne le sait pas. Alors Pharma le fait monter sur une balance en tenant Marie, il note le poids tandis que l'homme le regarde avec confusion. Pharma lui explique qu'il va maintenant le peser séparément, ce qui lui donnera le poids de Marie seule, afin de pouvoir lui administrer la bonne dose. Plus tard, Pharma vérifie d'autres signes physiques sur son corps et dans sa bouche avant d'utiliser son œil magique spécial pour détecter les problèmes, ce que l'homme remarque. Il demande aussitôt si ce sont les arts de la magie divine, ce à quoi Pharma répond par l'affirmative. Après l'examen complet, il se tourne vers le père et l'informe que Marie a un grave cas de rhume, ce qui choque totalement l'homme car il s'attendait à quelque chose de bien plus mortel. Il demande à Pharma s'il est sûr que ce n'était pas dû à une possession par des esprits, mais Pharma secoue la tête. L'homme dit qu'il ne connaît aucun rhume qui entraîne une fièvre aussi élevée et même des convulsions, mais Pharma répond que c'est un cas particulier de rhume appelé grippe. L'homme n'en a aucune idée, mais Pharma lui dit que cela est dû à un virus avant de le rassurer que tout ira bien. Il se lève, sort une petite bourse et dit à l'homme de faire sniffer la poudre à sa fille 2 fois par jour. L'homme, effrayé, lui demande ce qu'est cette poudre et Pharma répond « de la cocaïne ». Il dit ensuite à la jeune fille qu'il lui apprendra bientôt à la sniffer avant de dire à son père que la fièvre est due aux globules blancs dans le corps de Marie qui lutte contre le virus et qu'essentiellement c'est une bonne chose car ce virus meurt dans des environnements à haute température. Il allonge ensuite Marie sur le lit et dit à son père de ne pas s'inquiéter car elle guérira assez vite, puis quitte la pièce promettant de revenir la voir plus tard. Plus tard cette nuit-là, Pharma autorise la jeune fille à rentrer chez elle car elle est assez forte et donne des médicaments à son père avant de lui dire que même si la boutique est fermée, il ne devrait pas avoir peur d'approcher les gardes et de leur exposer son problème. L'homme est surpris et demande s'il est prêt à la voir la nuit, même si quelque chose arrive. Pharma répond que oui car de cette façon, il peut aider plus de gens. L'homme en vient alors au fait et demande combien il doit à Pharma, promettant que même s'il n'a pas beaucoup d'argent immédiatement, il s'assurera de le payer lentement, même avec des intérêts. Pharma lui dit de ne s'inquiéter de rien car les honoraires équivalent à un morceau de pain, ce qui choque l'homme. Mais Pharma affirme que de cette façon, les gens pauvres n'hésiteraient pas à faire examiner leurs enfants, même pour des problèmes mineurs. Il s'avère que l'homme s'appelle Pierre et qu'il est lui-même pharmacien, mais il n'avait ni le remède ni les connaissances nécessaires pour soigner une maladie dont il ignorait tout. Il s'assied et tente d'apprendre le plus possible, tandis que sa femme lui dit qu'il a déjà suffisamment aidé de gens et qu'il ne devrait pas s'inquiéter.
L'homme se tourne vers elle, les larmes aux yeux, et affirme que si elle ou leur fille tombaient malade, il ne pourrait pas les sauver car il n'a pas les connaissances aussi approfondies que Pharma, et surtout, il n'a aucune magie. Sa femme lui dit de ne jamais parler du traitement de leur fille à qui que ce soit, car cela entraînerait son expulsion de la guilde médicale et la fermeture effective de sa boutique. Mais Pierre lui répond qu'il fera le choix qu'il estime nécessaire. Le lendemain, Pierre et tous les autres membres de la guilde sont convoqués à une nouvelle réunion. Le gros chef de guilde se plaint des pertes qu'ils subissent à cause de la pharmacie du monde parallèle et prétend que sa femme a acheté des cosmétiques chez eux sans le savoir, alors il les a tous réduits en miettes. Tous les autres se plaignent également de la baisse de leurs ventes. Finalement, c'est au tour de Pierre de prendre la parole. Il se lève et dit franchement à tout le monde qu'ils ne pourront jamais rivaliser avec Pharma, car il les surpasse en termes de connaissances et de l'attention qu'il porte à chaque personne, quelle que soit sa position sociale. Il leur parle de sa fille et de son traitement, ce qui choque tout le monde, et ils commencent à le traiter de traître. Le gros lui dit que s'ils ne trouvent pas rapidement un moyen de détruire la réputation de Pharma, ils devront fermer boutique, et il ne laissera pas cela arriver. Pierre rétorque qu'ils doivent apprendre de lui et utiliser des méthodes et des médicaments similaires dans leur propre pratique, car ils utilisent simplement des herbes dont ils ne savent même pas si elles fonctionnent ou non. Les autres hommes, eux, affirment que leurs ancêtres utilisaient aussi ces herbes, donc ça doit marcher. Les hommes sont scandalisés et le chassent de la guilde. Le soir venu, toute sa boutique est détruite et sa licence arrachée. Il est assis sur les marches, en larmes, quand Pharma le voit par hasard et comprend que Pierre est aussi pharmacien. Pierre lui raconte tout ce qui s'est passé et affirme qu'il est maintenant complètement ruiné, qu'il devra déménager dans un nouveau pays et repartir de zéro avec une nouvelle guilde. Pharma le regarde, lui tend la main et lui dit qu'il est en train de créer sa propre guilde, ayant tout juste reçu les autorisations de Sa Majesté avant de demander à Pierre d'en être le premier membre. Pierre ne peut retenir ses larmes et lui serre la main, éternellement redevable à Pharma de lui avoir sauvé la mise. Quelque temps plus tard, Pierre reconstruit entièrement sa boutique et se prépare pour l'inauguration. Il semble nerveux, mais sa fille lui donne du courage et il ouvre la porte pour découvrir des centaines de clients qui attendent déjà. Quelques mois se sont écoulés quand un jour, à la table du petit déjeuner, son père reçoit une lettre de son frère aîné, Pal, qui est censé rentrer à la maison pour les vacances. Son père informe tout le monde que Pal ne reviendra pas avant un certain temps à cause de certains problèmes et appelle Pharma dans son bureau. Après avoir fermé les portes, il dit à Pharma qu'il y a eu un développement problématique près de son collège. Il explique qu'une nouvelle maladie a éclaté et est en train de devenir une épidémie car elle a déjà décimé une part considérable de la population locale. Pharma est choqué par le nombre de morts déjà recensés alors que son père explique que les chercheurs du collège Pals ont tenté d'isoler des spécimens et de mener des recherches dessus. Mais 2 d'entre eux sont morts en 1 semaine de nécrose après avoir été en contact, ce qui signifie que c'est extrêmement contagieux. Pharma demande s'ils peuvent obtenir un spécimen pour qu'ils puissent aussi l'examiner, mais son père affirme que tous les restes de spécimens ou de corps de cette maladie ont été brûlés par des flammes sacrées. De plus, l'île où la maladie a éclaté a été mise en quarantaine et le laboratoire a été complètement fermé et barricadé. Pharma est choqué d'entendre parler de nécrose et demande s'il a d'autres informations. Son père révèle qu'avant de tout brûler, des étudiants ont utilisé le microscope conçu par Pharma et ont réalisé des croquis du pathogène. Pharma dit immédiatement à son père de demander les croquis à Pal. Le lendemain, il se rend à sa boutique, extrêmement inquiet. Hélène le remarque et lui demande s'il va bien, mais il répond qu'il y a un gros problème. Il lui explique la maladie qui se propage et lui dit que dans 2 semaines, une grande foire aura lieu dans la capitale et que des marchandises arrivent de la zone déjà infectée. Avant qu'il ne puisse que discuter davantage, Lot arrive avec un petit parchemin affirmant qu'il vient de Pal. Pharma l'ouvre immédiatement et réalise que c'est la peste, l'une des maladies les plus difficiles à guérir qui ait existé sur Terre. Plus tard, ce jour-là, il retrouve son père et lui dit que la maladie qu'il combatte s'appelle la peste noire ou la peste bubonique. Son père lui dit que la dernière apparition d'une telle maladie remonte à 210 ans dans ce monde et qu'elle a drastiquement réduit la population. Pharma, lui, se souvient que la peste a aussi sévi sur Terre au XVe siècle, tuant près de la moitié de la population mondiale, car elle est extrêmement contagieuse, transmise par les puces présentes sur les rats, et en plus, le taux de mortalité est également extrêmement élevé. Son père affirme qu'ils doivent intercepter la cargaison, et Pharma révèle qu'il a déjà envoyé des instructions pour la préparation de zones de quarantaine. Pharma affirme qu'il a déjà trouvé un moyen de créer un médicament, mais que lui seul peut le faire car cela nécessite des arts divins. Son père leur dit que la seule chose qu'ils peuvent faire maintenant est d'impliquer la reine pour obtenir plus d'aide, alors ils partent pour le palais. Après avoir rencontré la reine et tout lui expliqué, elle saisit rapidement la situation et affirme qu'elle fermera les portes de la ville et minimisera le commerce tout en lui accordant la permission de créer des postes d'inspection pour la cargaison. Quelques jours plus tard, les postes d'inspection sont mis en place.
Pharma retrouve Pierre et lui donne un microscope composé nouvellement conçu, bien supérieur au simple qu'il avait créé auparavant. Il le met en garde contre la maladie et lui donne des stocks de médicaments avant de quitter la tente. Le lendemain matin, Pharma et Hélène quittent la ville afin d'analyser l'étendue du problème. Et tandis que Pharma est effrayé à l'idée de faire face à l'une des maladies les plus terrifiantes qui existent, Hélène le rassure en lui disant que tout ira bien. Il retourne à Adams City, près de la plage, où il a supprimé l'océan et retrouve les 2 subalternes qu'ils avaient envoyés auparavant. Les subalternes lui disent que la ville semble aller bien pour l'instant et que des postes d'inspection sont installés partout afin qu'aucun individu infecté ne puisse passer inaperçu. Pharma les remercie de leur coopération, puis monte dans une petite barque pour se diriger vers la flotte de navires transportant la cargaison de l'île infectée. Leurs navires n'ont pas été autorisés à accoster depuis quelques jours et les capitaines et leurs équipages semblent plutôt en rogne à ce sujet. Pharma monte à bord du premier navire où le capitaine demande combien de temps il leur faudra pour enfin accoster. Mais Pharma les supplie de coopérer tandis qu'il trouve le médecin du navire et lui demande les documents et certificats de santé requis. Après s'être assuré que les documents sont en ordre, il descend enfin sous le pont et commence à inspecter chaque membre d'équipage à la recherche de tout signe de peste, puis procède à la vérification de la cargaison à bord. Finalement, il conclut que le navire n'est pas contaminé et lui donne le feu vert pour accoster. Après cela, il remonte dans la barque pour se diriger vers le navire suivant, quand le capitaine d'un autre bateau commence à leur lancer des tomates. Il semble furieux d'avoir dû attendre si longtemps sur son bateau, tandis qu'un autre capitaine commence à se chamailler avec lui, arguant qu'il doit être inspecté en premier car sa cargaison risque de périmer. Ils se disputent tous les deux, et Pharma ne sait pas quoi faire quand soudain un coup de canon de Canaan retentit, effrayant chacun d'eux. Mais quand Pharma se retourne, il aperçoit une flotte de navires royaux de la capitale, commandée par Jean, le vieil homme qui vient se faire tirer dessus pour on ne sait quelle raison. Il crie aux autres navires de maintenir le décorum s'ils ne veulent pas finir comme le Titanic, et ils se mettent tous au garde à vous, obéissant aux ordres. Pharma monte à bord du navire de Jean et le rencontre, le remerciant de son aide, puis lui dit de rester ici et de surveiller les navires pour qu'aucun Noua n'essaie d'accoster illégalement. Après cela, il retourne aux tentes d'inspection et parle avec les autres volontaires. Tous affirment que jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas d'infection ici, ce qui leur donne une certaine confiance, mais celle-ci est de courte durée car Adam, le maire par intérim de la région, arrive au camp encapuchonné et déclare qu'un village près de la frontière de sa région a signalé des décès récemment qui semblent avoir été causés après que des marins ont accosté illégalement et tenté de déplacer leurs marchandises hier. Pharma est pâle de peur en réalisant que ce doit être la peste et que si on la laisse faire, cela peut devenir un très gros problème. Selon Adam, cela a commencé par une fièvre, puis la première personne est morte, et après cela, la maladie a explosé en nombre, coûtant la vie à plusieurs personnes. Pharma commence immédiatement à sortir, tandis qu'Hélène lui conseille de ne pas y aller seule. Elle lui dit que c'est lui qui inspecte les autres navires, mais Pharma répond qu'Hélène peut aussi vérifier les bateaux, car il doit résoudre le problème dans le village en priorité, avant que quelque chose de grave n'arrive. Il monte sur sa baguette magique et s'envole à la Harry Potter. En plein vol, il perd l'équilibre et manque de s'écraser contre un arbre, mais à sa grande surprise, la baguette le traverse simplement, sans causer de dégâts. Il descend finalement près du village, seulement pour le trouver dans le chaos, car tout le monde prévoit de quitter la zone, croyant que leur village est possédé par des esprits. Il leur dit de rentrer immédiatement et de ne pas quitter le village, mais les villageois sont méfiants et prennent les armes contre lui, le forçant à montrer sa magie en recouvrant tout le village d'un igloo. Il montre aux villageois son insigne et affirme qu'il peut guérir la maladie, mais pour cela, ils doivent rentrer à l'intérieur. Tous semblent retrouver espoir en voyant leur pharmacien royal ici et commencent à obtempérer. Il établit son quartier général temporaire dans une vieille maison et rassemble les chefs du village avant de leur présenter le plan. Il veut diviser le village en 3 zones, une pour les personnes fortement infectées, une pour les infections légères et une pour les personnes non infectées. Il les rassure en leur disant que les personnes les plus gravement infectées seront traitées en priorité et que de cette façon, ils empêcheront également la propagation. Tous acceptent de coopérer avec lui et l'opération commence. Dès le lendemain, Pharma débute son travail et visite l'un des hôpitaux temporaires où un groupe de patients a été installé. Il les examine rapidement, tous à la recherche de signes de maladie et découvre que certains sont infectés, d'autres sont morts. Tandis que certains ne montrent que les premiers signes, il dit rapidement aux autres volontaires de commencer à administrer le médicament qu'il a apporté. Pendant ce temps, il se rend personnellement auprès des personnes les plus infectées et commence à utiliser sa magie divine pour renforcer l'effet de son remède, ce qui permet aux patients de se rétablir en un rien de temps. De retour dans la capitale royale, son père reçoit sa lettre décrivant un moyen de créer un vaccin contre cette maladie. Il appelle l'une des plus anciennes professeurs, nommée Casper, qui est spécialisée dans les vaccins, mais n'a jamais eu l'occasion de briller. Cette fois, son père lui montre la lettre que Pharma a envoyée et lui demande de trouver un moyen de créer un vaccin de ce type. À son entière surprise, la vieille femme jette un coup d'œil à la lettre et affirme qu'elle a déjà réussi à créer quelque chose de similaire il y a 3 ans.
Son père la suit immédiatement jusqu'à son laboratoire et est choqué au plus profond de lui-même en voyant le vaccin déjà présent dans plusieurs flacons. Il appelle immédiatement tout le monde et leur dit de maximiser la production de ce vaccin et d'arrêter toute autre recherche en cours. Au moment où le mois de mai arrive, Pharma sort du village pour rencontrer les chefs et les informe qu'il a essayé de traiter autant de personnes infectées que possible et que la plupart d'entre elles sont en voie de guérison, mais qu'il y a aussi eu beaucoup de gens qu'il n'a pas pu sauver. Il affirme qu'ils ont évité le pire scénario, mais qu'ils ne peuvent pas encore se relâcher. Il dit au chef de s'assurer que personne ne quitte le village pendant au moins 2 semaines, et s'il voit un rongeur ou une puce, de les tuer immédiatement, peu importe ce que disent les activistes. Il quitte immédiatement la zone sur sa baguette magique et vole complètement épuisé quand il aperçoit une fumée s'élevant de la lisière de la forêt. Il descend rapidement pour trouver ses volontaires, entourant un groupe de marins ligotés tandis qu'il brûle toute la cargaison. Ils lui disent que ce sont les marins qui ont accosté illégalement et comme ils sont tombés trop malades, leur capitaine les a laissés ici. Les marins semblent avoir peur pour leur vie, mais Pharma promet que s'ils révèlent pour des informations, il les soignera. Les marins lui disent immédiatement qu'ils transportaient un tas de marchandises, mais qu'une cargaison en particulier contenait des écureuils volants blancs provenant d'une île transportés par les chevaliers sacrés eux-mêmes. Pharma réalise immédiatement que tout cela n'est qu'un plan pour tuer la reine. Il comprend maintenant que même la maladie qu'elle avait contractée plus tôt lui avait été intentionnellement infligée pour lui ôter la vie. Mais quand Pharma l'a soignée, la personne s'est énervée et a décidé d'utiliser la maladie la plus mortelle connue sur cette planète pour tuer tout le monde, y compris la reine. Le lendemain, dans la capitale royale, les portes sont forcées par un groupe de chevaliers en armure qui commencent à semer le chaos. Ce faisant, l'un des chevaliers lâche un tas d'écureuils dans la ville. La nouvelle parvient à la reine assez rapidement, ce qui la déroute car elle pense être attaquée par un royaume ennemi. Mais l'éclaireur répond qu'il n'y a que 5 chevaliers. Soudain, le père de Pharma comprend ce qui se passe et fait part à la reine de ses soupçons concernant la maladie qui aurait été créée par un homme qu'il connaissait. Selon lui, il avait un ancien camarade de classe nommé Cal qui était tout aussi brillant que lui. Mais il avait de nombreuses divergences de principes par rapport à lui. Une nuit, il a erré dans le donjon et a vu son camarade de classe effectuer des expériences humaines et il a réalisé que Cal n'avait aucune humanité. Il a immédiatement informé ses supérieurs qui ont fait expulser Cal et il a ensuite été mis au banc de la communauté médicale par les enquêteurs du temple. Il dit à la reine qu'avant d'être expulsé, il faisait des recherches sur un type spécial de poison capable de sauter d'une personne à l'autre, ce qui, d'une autre manière, signifie simplement qu'il essayait de créer un virus épidémique capable de prendre la vie des gens sans même aucune altercation physique. De retour dans la ville, la bagarre bat son plein alors que les chevaliers dispersent les écureuils partout tout en combattant les forces royales. Les forces royales ne font pas le poids face aux chevaliers sacrés et se font piétiner quand soudain Saul apparaît avec sa bande et arrête immédiatement les chevaliers dans leur élan. Pendant ce temps, Pharma arrive enfin en ville et se tient sur le clocher seulement pour découvrir que l'infection a déjà commencé à se propager. Il remarque soudain de petits points et découvre que l'écureuil volant est toujours en mouvement, propageant la maladie partout. Il aperçoit soudain son père et descend le rejoindre, après quoi ils marchent tous deux vers la porte principale, où Sal a appréhendé les chevaliers blessés et malades. Il les interroge sur leurs intentions et les chevaliers affirment qu'ils ont été forcés de le faire parce qu'une personne folle a pris le contrôle de leur île et a menacé de tuer toute sa population si les chevaliers ne suivaient pas ses ordres. Le père de Pharma demande si la personne s'appelle Cal et ils acquiescent immédiatement, mais avant qu'ils ne puissent révéler quoi que ce soit d'autre, ils succombent à la maladie et meurent sur le champ. Le père de Pharma ordonne de les brûler et pendant qu'on s'en occupe, Pharma ressent une étrange sensation et se retourne pour apercevoir un homme au sommet d'un bâtiment qui a l'air très sombre et mystérieux. Pharma dit immédiatement à son père qu'il retourne à la pharmacie car il a un pressentiment. Pendant ce temps, Lot entre dans la pharmacie avec Cédric pour chercher des médicaments. Il monte au premier étage où soudain Lot se retourne et voit qu'un homme encapuchonné a poignardé Cédric dans le dos. D'autre part, Pharma et son père arrivent tous deux à la pharmacie et ils remarquent que la silhouette sombre est à l'intérieur du bâtiment. Ils se précipitent immédiatement à l'intérieur seulement pour trouver Lot et Cédric en train de saigner dans un coin tandis que la figure obscure plane à leur côté. Le père de Pharma attaque immédiatement Cal qui bloque les coups avant de se retourner pour montrer son visage macabre. Pharma se précipite aussitôt vers ses amis et réalise que ce n'est pas une simple blessure au couteau car le sang a été empoisonné. Pendant que son père se bat contre Cal, Pharma essaie de comprendre le poison et de le supprimer seulement pour réaliser qu'il y a plusieurs poisons dans leur corps et il s'attelle à les guérir un par un. De l'autre côté, son père est vaincu par son ancien ami qui le repousse avant de se diriger vers Pharma et ses amis. Il tente de créer un autre poison mortel, mais Pharma supprime le composé avant de le frapper au visage avec une magie renforcée. Il tombe du bâtiment et Pharma frappe Cal avec sa baguette, le laissant immobile avant de le poignarder à la poitrine, ce qui entraîne sa mort immédiate. Tout le monde se réjouit et après un certain temps,
Ils parviennent également à contrôler la propagation de la peste noire, et lentement mais sûrement, les choses reviennent à la normale alors que la reine déclare la fin de l'épidémie. Pharma retourne à sa boutique et reprend sa vie habituelle, attendant avec impatience les nouveaux défis à l'horizon. Regardez cette prochaine vidéo à l'écran, à la prochaine fois.